Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour cette dernière vidéo avant les vacances d'été. Vous savez que je publie jamais de vidéos en juillet-août. Ça sera le cas cette année encore. Et aujourd'hui, je vous propose un format un petit peu différent, une FAQ. Il y a déjà 2 ou 3 semaines de ça, j'ai fait un petit message, vous savez, dans l'onglet communauté pour vous demander quelles étaient les questions que peut-être vous aviez envie de me poser. Alors évidemment, j'ai reçu beaucoup de questions, je vous en remercie. Je ne peux pas répondre à toutes les questions, donc j'ai fait une petite sélection. Et puis je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Et puis naturellement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un format que vous appréciez ou pas tellement. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps en vérité, mais comme j'ai toujours des nouvelles idées de vidéos, et bien voilà, la chaîne a bientôt 5 ans et j'ai toujours pas fait de FAQ. Je pense que c'est le bon moment. Alors j'ai reçu une question par courriel. La personne souhaitait rester anonyme, donc je ne vais même pas lire son prénom. Voici ce qu'elle dit. Je vous écris ici et non sur YouTube car je souhaite rester anonyme. Ça concerne les questions que vos abonnés souhaitent aborder. J'aimerais beaucoup sur la phobie d'impulsion, même si vous avez déjà fait des vidéos à ce sujet. Pour faire bref, j'ai un trouble anxieux généralisé et des phobies d'impulsion, notamment au travail. J'ai peur de perdre le contrôle. En gros, et j'ai même des doutes que je n'ai pas commis. Exemple, fait du mal physiquement à une collègue, ce genre de choses. Peut-on vraiment dérailler? Il y a un petit smiley. Même si c'est justement notre peur, point d'interrogation. Merci encore une fois infiniment pour vos vidéos, c'est en partie grâce à vous et le travail avec mon psychiatre que je vais beaucoup mieux cordialement. Alors, sur la question de peut-on vraiment dérailler quand on souffre de phobie d'impulsion? Alors revenons déjà à ce que c'est une phobie d'impulsion. Une phobie d'impulsion, c'est un TOC. Alors c'est donc un trouble obsessionnel compulsif. Ce n'est pas vraiment une phobie, contrairement à ce que l'appellation pourrait laisser croire. Et pour nous, professionnels de la santé mentale, c'est quand on pose le diagnostic de phobie d'impulsion, c'est qu'on a vérifié certains critères. Et quand on fait le diagnostic, c'est très clair, le risque de passage à l'acte est de 0%. Donc, à la question « est-ce que l'on peut dérailler ?», la réponse est très fermement non, c'est impossible. Alors souvent les gens disent « oui, mais comment est-ce que vous pouvez être aussi sûr de vous et nous dire que c'est impossible ?» Alors ce que j'explique souvent à mes patients, c'est qu'en fait il faut situer les choses sur un continuum. Imaginez les personnes qui sont, on va dire, les plus à risque de faire un passage à l'acte, quelles sont-elles? C'est les personnes qui ont une très forte impulsivité. Donc, vous pouvez avoir là-dedans des personnes qui ont un trouble de personnalité, par exemple un trouble de personnalité limite, des personnes qui sont aux prises avec un trouble psychotique, qui peuvent, on entend souvent dans l'actualité des gens qui passent à l'acte parce qu'ils ont entendu des voix, etc., etc. Donc c'est des gens qui ont un problème d'impulsivité, c'est-à-dire un problème de contrôle, et on va les mettre là sur le continuum. Et puis à l'autre bout complètement de ce continuum du contrôle, vous avez les gens qui sont finalement trop dans le contrôle. Et quelles personnes on trouve donc à ce bout-là du continuum, ce sont les personnes qui souffrent de TOC, puisque les TOC, c'est une maladie de l'excès de contrôle. Et par exemple, une chose qu'on explique dans le modèle neurocomportemental de Vincent Tribou et Anne-Hélène Claire, c'est qu'il y a une suractivation du préfrontal et que le préfrontal, c'est notamment la zone du contrôle. À savoir que si vous avez une lésion du préfrontal, eh bien, vous manquez d'inhibition et de contrôle. Donc vous voyez bien que ici, vous avez les gens impulsifs, pas de contrôle. Et ici, vous avez les gens qui sont trop dans le contrôle, les gens qui souffrent de TOC. Et ces personnes-là ne passent jamais à l'acte. Donc, quand vous souffrez de phobie d'impulsion, il n'y a pas de passage à l'acte. C'est vraiment un critère d'exclusion complet. Alors, voilà la petite explication. Alors, j'ai une deuxième question de Isabelle qui dit « Bonjour, pourriez-vous faire un sujet sur le deuil ? Mes parents sont très âgés, j'ai toujours cette anxiété dans un petit coin de ma tête de me demander quand et comment je vais devoir faire face au départ du premier d'entre eux. J'ai l'impression que la terre s'effondrera pour moi, cela ne cesse de me tourmenter. Je me raisonne en me disant que comme tous mes amis autour de moi qui l'ont vécu, j'y ferai face. Sachant qu'aucune fratrie n'est présente, je serai seul pour tout affronter. » Alors donc, c'est une question qui est apparemment sur le deuil. Et je dis apparemment en fait parce que si on regarde bien votre question Isabelle, en fait c'est pas du tout une question sur le deuil puisque concrètement parlant au jour
d'aujourd'hui, c'est pas très français en vérité au jour d'aujourd'hui, mais c'est pas grave, vous n'êtes pas en deuil. C'est-à-dire vos parents sont toujours là, ils sont toujours vivants, peut-être qu'ils ne sont pas en très bonne santé, peut-être qu'ils sont très âgés, mais en tout cas ils sont toujours vivants, donc vous n'êtes pas en deuil. Et en vérité, derrière votre question sur le deuil, c'est une question sur l'anxiété, puisque vous voyez que vous vivez dans l'appréhension de vivre un deuil. Et donc vous êtes anxieuse d'être en deuil et de ne pas vous en sortir. Et c'est là qu'il faut rappeler deux petites choses, deux biais cognitifs qui sont extrêmement présents et importants dans l'anxiété. Le premier, c'est la tendance à catastrophiser, hein, c'est-à-dire à voir des conséquences épouvantables dans certains événements, à anticiper ces événements et à faire du drame à venir, du danger à venir, quelque chose d'incommensurable. Et on voit bien dans votre formulation que c'est un petit peu ça qui se passe. J'ai l'impression que la Terre s'effondrera pour moi, donc on voit bien qu'il y a déjà ce premier biais. Et il y a un deuxième biais qui est également, qu'on retrouve dans votre message, qui est chez les anxieux que les anxieux sous-estiment systématiquement leur capacité à faire face aux situations. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous faites beaucoup d'anticipation. Donc, surestimation d'un danger, sous-estimation des capacités à faire face. Donc vous voyez que vous êtes bien en fait aux prises avec un problème anxieux et non pas un problème de deuil, en tout cas pour le moment. Un jour vous serez aux prises avec le deuil, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Alors donc, voilà ce que je pouvais vous répondre. Alors je ne sais pas si vous êtes quelqu'un, vous vous définiriez comme quelqu'un d'anxieux ou peut-être de diagnostiqué avec un trouble anxieux. J'imagine que si vous visionnez mes vidéos, c'est que le sujet de l'anxiété vous concerne. Donc première chose que je peux vous conseiller, une fois que vous avez repéré que c'est bien un problème avec l'anxiété que vous avez à faire, bon, il y a un certain nombre de vidéos quand même où je parle beaucoup du thème de l'anxiété, donc j'en suis certain, je sais pas, j'ai pas une vidéo en particulier à laquelle je pourrais vous référer, mais il y a quand même pas mal de conseils par-ci par-là que vous pouvez trouver. Mais peut-être ça vaudrait le coup de voir par rapport à la question du fait que vous sous-estimez vos capacités à faire face, peut-être de faire un petit travail de réflexion sur quels événements difficiles, douloureux, peut-être déjà des pertes auxquelles vous avez été confronté dans votre vie. Je parle pas d'ailleurs uniquement des deuils, il y a d'autres types de pertes. Et comment avez-vous réagi? Comment avez-vous surmonté? Vous les avez surmontées ces pertes puisque vous posez la question et vous êtes là. Donc ça vaudrait peut-être le coup de réfléchir à tout ça, à quelles ressources internes et externes vous avez pu vous référer pour faire face à ces situations. Faites peut-être un petit exercice de faire le point là-dessus et vous allez vous rendre compte que en fait vous avez des tas de ressources, hein. Alors des ressources externes, ce sont des amis, vos liens sociaux par exemple, et puis les ressources internes, c'est tout un tas de choses que vous savez faire, des capacités que vous avez à faire face à des événements. Peut-être dans certains domaines vous êtes plus en difficulté comme tout le monde, mais dans d'autres, assurément, vous avez déjà fait face à des choses difficiles dans votre vie. Et puis, j'ai déjà rencontré en fait cette problématique chez plusieurs personnes qui redoutent comme ça le décès d'un parent notamment. Et en fait, la réalité, comme souvent avec l'anxiété anticipatoire d'ailleurs, c'est que ça se passe toujours beaucoup mieux que ce que l'on craint. Alors beaucoup mieux, vous me comprenez, hein, ce n'est pas un événement heureux, mais clairement les gens en fait se rendent compte que c'est jamais aussi dramatique que ce qu'ils avaient imaginé. Une dernière petite chose que je voulais vous dire, que je souhaitais vous partager, c'est que, comme vous savez peut-être, je suis un thérapeute EMDR, notamment. Je fais aujourd'hui pas que de l'EMDR, mais je fais quand même, et j'ai fait beaucoup de séances de EMDR. Et il y a une chose que je peux vous garantir, c'est que le MDR, en tout cas, et c'est une discussion que j'ai déjà eue à plusieurs reprises avec des collègues, et on était tous assez d'accord pour dire que parmi les plus belles séances que nous avons eues, c'est sur des cas d'endeuillement. Alors, pas des endeuillements traumatiques notamment, puisque vous savez que le MDR est très efficace sur les traumas. Donc ce que je veux dire par là, pourquoi je vous dis ça? Parce que même si demain vous étiez confronté à un deuil et que vous ne vous en sortiez pas, je pense, en tout cas je vous conseillerais vraiment de faire une thérapie EMDR. C'est une thérapie avec laquelle on a généralement de très bons résultats pour ce genre de problématique. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette question.
Alors la question suivante, c'est une question de CB. Alors CB qui dit « Bonjour, j'aimerais savoir lorsqu'on est anxieux de type TAG, donc trouble d'anxiété généralisée, et qu'on a des enfants, comment ne pas les exposer à notre anxiété. Je crains qu'il y ait un côté appris à l'anxiété, donc pas seulement un côté génétique, hein, CB, je pense que vous avez raison, et je me demande comment parvenir à ne pas apprendre cette anxiété à nos propres enfants. » Alors, c'est une très bonne question et je pense que la réponse c'est que vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que, et peut-être même, comme souvent d'ailleurs, la pire chose à faire, entre guillemets, je ne veux pas non plus avoir l'air sonné trop dramatique, mais c'est de vouloir cacher ses émotions, cacher ce qu'on ressent à ses enfants. Alors par exemple, on voit souvent ça quand les gens vivent par exemple des deuils, tiens, pour rejoindre le sujet précédent, des gens qui veulent pas comme contaminer les enfants avec leur tristesse, etc. et qui éventuellement même leur expliquent pas trop ce qui s'est passé, alors qu'en fait les enfants comprennent très très bien. Alors un conseil que je veux vous donner, c'est ne cachez pas à vos enfants que vous êtes anxieuse. Au contraire, dites-leur carrément que vous êtes anxieuse, que quand ça arrive, au moment où ça arrive, hein, et surtout, extrêmement important, dites toujours, quand vous formulez à vos enfants, par exemple, je ne sais pas, il y a une situation familiale où vos enfants vous demandent quelque chose et puis vous voyez qu'ils vous posent des questions un petit peu avec insistance, comme s'ils sentaient que vous n'étiez pas très bien. Dites que vous êtes anxieuse, si c'est le cas, parce que vous voyez que votre enfant a capté quelque chose. Et surtout, deuxièmement, et c'est vraiment le conseil que je veux vous donner, et surtout, précisez toujours que ça n'a aucun rapport avec lui ou avec elle. Et bien sûr que ça ne protège pas les enfants de tout, mais ça les protège de quelque chose qui est extrêmement important, c'est ça les protège de s'attribuer votre anxiété, de croire qu'ils y sont pour quelque chose, parce que, et moi je travaille exclusivement avec des adultes, mais je travaille très souvent avec des personnes qui ont vécu sur des traumas ou des scènes très douloureuses dans l'enfance, des enjeux développementaux avec les parents, etc. Et en fait, c'est toujours ça qui ressort, c'est que les enfants s'attribuent les souffrances et les fardeaux que portent les parents, même quand ils y sont absolument pour rien. Donc je pense que c'est extrêmement important de leur nommer que ça n'a rien à voir avec eux. Hein. Oui mon chéri, oui ma chérie, tu me poses beaucoup de questions, peut-être que tu as senti que je suis un peu inquiète aujourd'hui, c'est vrai, je me sens très inquiète, mais ça n'a rien à voir avec toi. C'est une situation qui n'a aucun rapport avec toi. Et voilà. Donc vous voyez, c'est pas nécessairement extrêmement long, il faut juste répondre aux questions. Et puis c'est à peu près tout. Mais n'essayez pas de trop protéger vos enfants de l'anxiété. Si vous avez ce terrain génétique, comme ce sticky mind, ou cette sensibilité à l'anxiété que beaucoup d'anxieux ont, peut-être, pas obligatoirement, mais peut-être que vous allez léguer ça à vos enfants. Et le cadeau que vous pouvez leur faire, c'est ce que j'expliquais précédemment. Et puis c'est aussi de les équiper dans l'éducation que vous leur donnez à partir de ce que vous avez appris, peut-être en regardant certaines des vidéos que j'ai faites, sur le fait que l'évitement n'est pas la réponse à l'anxiété. Hein. Donc si vous sentez que vos enfants sont anxieux sur des choses, renforcer leur sentiment de compétence en disant des petites choses très simples comme je sais que tu es capable, et donnez-leur comme ça les moyens de voir que même si on est anxieux, donc même si on a des fausses alarmes qui s'activent à l'intérieur de soi, anxieux d'aller à l'école ou de rater tel ou tel devoir, renforcer le fait qu'il y a cette compétence chez votre enfant qu'il est capable de faire face. Et ainsi vous livrez un message à mon avis qui est très positif par rapport à l'anxiété. Voilà ce que je pouvais vous dire en résumé. Alors une autre question sur le mur du marathon, c'est une question de Anne. Alors bonjour Monsieur AV et merci pour vos vidéos géniales sur l'anxiété, merci Anne. Dans une vidéo short, vous avez parlé du marathon de Paris.
C'était le 2 avril dernier, le marathon de Paris. J'ai fait une petite short la semaine qui précédait parce que j'avais peur que le marathon soit annulé. Et je souhaiterais savoir si vous avez des conseils psychologiques pour affronter le fameux mur du marathon. Je prépare mon premier marathon cet automne et je redoute de prendre le mur. Avez-vous déjà fait l'expérience vous-même du mur? Merci beaucoup pour tout ce que vous mettez à notre disposition. Alors Anne, non, je n'ai pas du tout de conseils pour vous aider à gérer le mur du marathon. Alors oui, pour les gens qui ne sont pas initiés, le mur du marathon, c'est un phénomène assez connu et mythique des marathoniens autour du 30e kilomètre environ. Alors ça peut être 2 km avant, 2 km après ou peu importe, mais enfin grosso modo c'est autour du 30e kilomètre. Il y a une espèce de craquage mental, physique, musculaire. Et c'est là où il faut serrer les dents et, voilà, et essayer de finir son marathon malgré tout dans les meilleures conditions possibles. Alors donc pour vous répondre à votre question, j'ai fait 2 marathons. J'ai fait le marathon de New York en 2019. Et donc vous me posez la question, est-ce que j'ai déjà rencontré le mur du marathon? Alors en fait j'ai rencontré moi la muraille du marathon, c'est-à-dire qu'au 28e kilomètre à New York, j'ai complètement explosé. D'ailleurs, c'était même pas tellement un craquage mental, c'est juste que musculairement, voilà, ça ne fonctionnait plus. Comme je dis souvent, on m'aurait donné $1 million, je pouvais plus, j'arrivais plus à courir à la vitesse que je m'étais fixée. Et donc, je pensais que ça durerait 3, 4, 5 km. Le problème, c'est que ça a duré 14 km du 28e au 42e kilomètre. Donc, c'était vraiment la muraille du marathon. Et puis cette année, donc j'ai fait le marathon de Paris et je n'ai pas eu du tout le mur du marathon. Alors évidemment, je ne suis pas en train de faire le malin et de vous dire que j'ai trouvé ça très facile, etc. J'ai souffert comme tout le monde sur les 5 ou 6 derniers kilomètres, j'ai beaucoup souffert, mais j'ai pas eu le mur. Et donc j'ai pas de conseils à vous donner parce que du point de vue psychologique, j'ai eu 2 expériences complètement différentes. Une expérience d'impuissance totale à New York, très frustrante. Une expérience à Paris cette année où j'étais vraiment à l'aise, où j'ai couru à mon rythme, j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé, qui est un objectif modeste pour des gens qui sont des coureurs d'élite. C'était moins de 4 heures, donc c'est vraiment pas du tout exceptionnel. Mais j'ai pas eu le mur. La seule chose que je peux dire, ce qui semble avoir fait une grosse différence pour moi, c'est le fait que en 2019, je courais 3 fois par semaine pour préparer le marathon. En 2023, je courais 4 fois par semaine et je pense que c'était une formule qui me convenait beaucoup mieux. Alors, je vous referai peut-être une vidéo pour vous reparler du mur du marathon si ça vous intéresse, mais ça sera peut-être une prochaine fois. Il faut que j'ai un petit peu plus d'expérience sur le sujet et de connaissances aussi parce que objectivement, je ne connais pas la psychologie du sport et donc je n'ai pas de technique particulière à vous donner. Mais alors, on verra une prochaine fois. L'année prochaine, je ferai le marathon de Madrid, donc je vous dirai si j'ai repris la muraille ou pas. Alors, autre question, c'est Laurie qui demande « Bonjour, pouvez-vous nous parler plus en détail de l'acceptation ?» Un sujet ô combien important, hein, je pense que vous l'avez remarqué si vous suivez la chaîne. J'ai cru comprendre que c'était la clé, vous avez bien compris. C'est Laurie, oui, qui pose la question. Peut-on la développer et comment? Car quand on est dans la résistance aux émotions et pensées, nous avons l'habitude de fonctionner de cette manière. L'acceptation est-elle une volonté, une prise de conscience, un travail intérieur, un état d'esprit, etc. Point d'interrogation. Eh bien écoutez, je crois que vous avez très bien résumé les choses. C'est en fait, je crois que c'est tout ça à la fois. Moi j'ai l'habitude de dire que c'est une attitude, que c'est beaucoup plus important que les techniques. Ce qui signifie que en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui en psychologie et surtout dans le champ du coaching, du développement personnel qui est tourné vers les techniques avec une emphase vraiment sur voilà, ceci est le meilleur exercice, c'est la meilleure technique, c'est ça que vous devez faire, libération garantie, etc. Et je pense vraiment que ça n'est pas vrai. Il n'y a pas de meilleur exercice. Il y a assurément des exercices qui sont meilleurs que d'autres, mais la priorité doit toujours être placée sur l'acceptation, c'est-à-dire aider nos patients ou s'aider soi-même
à développer cette capacité à cesser la lutte misérable contre l'anxiété. La lutte misérable, c'est un concept qui vient de la thérapie ACT, à laquelle j'ai déjà fait référence plusieurs fois, thérapie d'acceptation et d'engagement. Alors, j'en ai parlé par-ci, par-là, j'ai même parlé de la pseudo-acceptation sur la chaîne. J'en parle aussi beaucoup dans mon programme Déconstruire l'anxiété. Il y a plusieurs processus fondamentaux qui sont impliqués dans la capacité à accepter. Donc, encore une fois, c'est une attitude, c'est un exercice, c'est-à-dire que vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que c'est une histoire d'entraînement, l'acceptation. C'est pas quelque chose qui est inné. C'est pas quelque chose que vous pouvez simplement vous contenter de comprendre en regardant des vidéos. Je pense que oui, ça peut aider, mais c'est quelque chose qui se pratique. On s'entraîne à accepter, on s'expose volontairement à son anxiété, c'est le premier ingrédient. Et deuxième ingrédient pour guérir de son anxiété, on essaie de l'accepter, de lui faire de la place en dedans, de ne pas lutter contre. Il y avait une vidéo, je pense, assez ancienne que j'ai faite où je vous donnais un critère important et dont je parle un petit peu dans mon programme Déconstruire l'anxiété. Je peux en parler brièvement ici. C'est que si vous sentez que quand l'anxiété revient, vous êtes frustré, frustré contre le monde, contre la situation, les autres, vous-même, contre le fait d'être anxieux, vous pouvez être certain que vous n'êtes pas dans l'acceptation. Quand on est dans l'acceptation de l'anxiété, on n'est jamais surpris ou en colère du fait qu'un symptôme anxieux revienne. Et ça, c'est absolument capital. C'est le fait de s'attendre à ce que l'anxiété revienne et aussi de normaliser la survenue d'un symptôme anxieux ou de l'anxiété. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça, c'est un petit peu quelque chose qui peut sonner étrange, parce que bien souvent des gens vont dire oui mais monsieur Havé, quand vous dites c'est normal que j'ai tel ou tel symptôme. Par exemple moi j'ai un TOC à thème de pédophilie. Je prends toujours cet exemple parce que le TOC de pédophilie, c'est comme le contenu le plus tabou et les gens qui ont ce type de TOC sont en grande difficulté avec ça. Ou des gens qui vont avoir des attaques de panique. Et quand on leur explique que la première étape probablement, c'est de considérer que c'est normal. Alors là, les gens se disent mais c'est pas normal d'avoir si peur, c'est pas normal d'avoir des pensées sexuelles qui impliquent les enfants. Eh bien, je pense que c'est une erreur de le voir comme ça. D'abord, vous vous rappelez peut-être ma toute première vidéo sur YouTube. Alors là, j'ai un chiffre qui clignote sur mon appareil photo. Je pense que je vais juste arrêter la vidéo et la reprendre parce que j'ai peur qu'en fait, ça n'enregistre plus. Ah ben, ça s'est arrêté. Bon. Écoutez, je ne comprends rien, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, bref. Donc, ma toute première vidéo, c'est sur les pensées intrusives involontaires. Et les pensées intrusives involontaires, c'est très important de savoir que tout le monde en a. Pas tout le monde a un TOC, c'est-à-dire pas tout le monde a une pensée intrusive involontaire qui revient sans arrêt, c'est-à-dire une obsession, mais tout le monde a des pensées intrusives involontaires, y compris des pensées atroces sur les enfants, faire du mal à ses proches, renverser des vieux qui traversent sur la route, tout le monde. Donc, ça prouve que ce type de pensée est normal. Et puis pour mon autre exemple qui est les attaques de panique, quand vous avez une attaque de panique, vous avez votre système d'alarme, c'est-à-dire votre amygdale, qui est déréglé et qui donc produit de fausses alertes. Donc, tant que votre amygdale est déréglée, c'est normal, vous avez des attaques de panique. Donc vous voyez, et on pourrait prendre vraiment chaque symptôme anxieux et le normaliser comme ça. Et c'est seulement quand vous arrivez à le normaliser que vous pouvez commencer à le trouver acceptable et donc à développer votre compétence d'acceptation thérapeutique de l'anxiété et donc de cesser de lutter. Tant que vous trouvez que quelque chose est inacceptable, intolérable, pas normal, vous êtes comme pris au piège anxieux et vous ne pouvez pas véritablement en sortir.
Donc voici quelques petits... je sais que ce n'est pas complet du tout ce que je vous dis là, je prétends pas du tout que c'est complet, mais c'est juste pour vous mettre encore un petit peu sur la voie. Encore une fois, dans mon programme Déconstruire l'anxiété, j'en parle beaucoup plus. Alors il y a Virginie qui demande « Bonjour, et quelle est la meilleure approche pour le psychotrauma ?» Alors, vous... Peut-être Virginie, vous vous doutez que ma réponse, c'est que je ne vais pas nécessairement vous donner la meilleure approche du psychotrauma. Je pense que la situation, par contre, est beaucoup plus source d'espoir qu'il y a 40 ans, quand on ne savait pas traiter véritablement le stress post-traumatique. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de thérapies différentes pour le trauma. Alors, une des plus connues aujourd'hui, c'est le MDR, la thérapie EMDR, donc Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Mais il y en a d'autres, l'IFS, Internal Family System, est dans une certaine mesure une thérapie du trauma, le brain spotting est une thérapie du trauma, l'ICV, l'intégration du cycle de vie, est une thérapie du trauma, le somatic experiencing de Peter Levine est une thérapie du trauma. L'EFT est peut-être un peu moins une thérapie spécifiquement du trauma, mais il y a des procédures en EFT pour les traumas. Donc bon, et on pourrait en citer encore beaucoup d'autres, et j'en oublie certainement, et plus que certainement, et je m'en excuse, ça ne veut pas dire que ces approches sont mineures, mais il y en a vraiment beaucoup. L'exposition prolongée de foie, comment je peux oublier ça? Donc il y a vraiment beaucoup d'approches. Honnêtement, moi j'aime l'idée que j'avais trouvée dans un livre de Christophe André que quand on va au marché, on est content qu'il n'y ait pas seulement des pastèques. On est content qu'il y ait des pêches, des abricots, des melons et tout un tas de fruits qu'on puisse acheter. Même si nous, on est venu acheter des pastèques. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que y a un éventail de choix aujourd'hui assez large pour traiter ces traumas. C'est très bien comme ça. Et peut-être que vous ne rencontrerez pas tout de suite, vous ne ferez pas d'emblée la bonne pioche, vous ne tomberez pas nécessairement d'emblée sur la meilleure thérapie pour vous. Et autre ingrédient essentiel, le meilleur thérapeute pour vous, parce que spécialement quand on va confier sa vulnérabilité à quelqu'un, et puis dans le cas des traumas, c'est une dimension qui est particulièrement importante, on a besoin de rencontrer le bon modèle thérapeutique qui est porté par la bonne personne, et ça peut prendre un petit peu de temps. Je pense d'ailleurs que c'est pas une mauvaise idée. J'entendais un collègue dire récemment, peut-être ça vaut le coup de faire 2-3 séances avec un thérapeute, échanger, comprendre comment la personne travaille, qu'elle vous explique comment elle travaille. Et puis, à l'issue de ce temps-là, on voit est-ce que ça colle ou est-ce que ça colle pas. Est-ce que je peux livrer à cette personne mes émotions, mes événements de vie les plus terribles, finalement les zones où j'ose pas trop aller, ou est-ce que je sens qu'avec cette personne-là, le feeling est pas bon. Et c'est pas toujours, c'est vraiment une affaire des fois de chimie, c'est pas insultant pour nous, thérapeutes, que quelqu'un nous dise bon, écoutez, je voudrais essayer autre chose, ou avec quelqu'un d'autre. Il ne faut pas avoir peur de dire ça à un thérapeute. Nous c'est notre métier. On est au fait que ce genre de choses arrive et qu'on n'est pas toujours, même si on peut être compétent par ailleurs, on n'est pas toujours la meilleure personne pour cette personne-là ou la problématique qu'elle porte. Alors, et puis des fois on est maladroit aussi, ça nous arrive. On peut être psychologue et on peut être parfois très maladroit. Puis voilà. Alors voilà, cherchez parmi les thérapies que je vous ai citées, de préférence cherchez des thérapies pour lesquelles il y a de la recherche, pour lesquelles on est sûr que ça marche. Méfiez-vous des grandes promesses. Si vous allez traiter, si vous avez été une victime d'inceste, ou de négligence grave dans l'enfance, d'agression sexuelle, de violence, et qu'il y a un thérapeute qui prétend traiter cette problématique-là en 2 séances, fuyez. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Quand on fait 2 séances pour traiter un trauma, c'est qu'on traite un trauma simple, par exemple, un accident de voiture, ça c'est possible, mais pas pour des choses beaucoup plus profondes. Voilà, mon appareil photo a fini par s'arrêter. Bon, pas trop compris pourquoi. J'ai mis un coup de pied en plus involontairement, donc le cadrage a probablement un peu bougé, mais enfin, je
ne pense pas que vous soyez traumatisé par ça. Alors, question suivante, une question de Velska. Velska qui me demande « Bonjour, je suis intéressé par la psychologie clinique et sociale. J'aimerais savoir s'il y a des débouchés et des chances d'avoir des clients pour les nouveaux psychologues. J'ai entendu 2 sons de cloche. J'aimerais avoir le vôtre. Quel est l'avenir de la profession? Pour quel type de psy? Merci par avance. » Eh bien, je vais vous donner 2 sons de cloche, Velska. Moi aussi, parce que, comme vous savez peut-être, je suis français, enfin maintenant je suis franco-canadien d'ailleurs, et j'ai travaillé en France, je travaille maintenant comme vous savez au Québec, donc ben, j'ai pu voir la différence pour la profession de psychologue sur les 2 pays, et il y a de très très grosses différences. Moi quand j'ai commencé mes études de psychologie en 1995, donc l'année de mon bac, je me rappelle que le premier jour où on est arrivé dans l'amphithéâtre, on nous a dit, ben voilà, vous êtes, je sais plus, on était 600, 700 ou 800 en première année, et on nous a dit à la fin, pour ce qu'on appelait à l'époque le DESS, il y aura 20 places. Donc déjà ça donnait un petit peu une idée, hein. Et c'est vrai que quand j'ai commencé ma carrière, donc au début des années 2000, c'est vrai que le marché du travail était, on va pas se mentir, et n'était pas extraordinaire pour les psychologues en France. Les gens devaient se battre pour souvent des quarts-temps, des mi-temps, etc. Pas toujours bien payés en fonction des conventions collectives, etc. Donc c'était pas vraiment très réjouissant. Je n'oserais pas dire aujourd'hui si la situation est différente en France parce que je n'y suis plus. J'ai l'impression quand même que, je ne voudrais pas faire un portrait trop noir, mais j'ai l'impression quand même que les gens autour de moi travaillent, mais peut-être aussi c'est des gens qui ont été formés dans les années 90, donc qui sont des vieux psychologues. Et qui, bon ben voilà, on fait leur place, mais je ne saurais pas vous dire si aujourd'hui la situation est meilleure. Un chiffre assez alarmant quand même que j'avais lu il y a peut-être 10 ou 12 ans, peut-être un peu plus, je ne me rappelle plus exactement, ça disait qu'en France on formait chaque année la moitié de tous les psychologues formés en Europe. Donc vous imaginez, donc ça veut dire que l'université française produit beaucoup trop de psychologues. Alors donc, à partir de là, je ne sais pas aujourd'hui en 2023 honnêtement si le marché du travail est un peu meilleur qu'il l'était au début des années 2000 pour les psychologues. Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. J'ai l'impression que beaucoup de gens se sont installés au privé depuis là, les 10 dernières années. J'ai l'impression que les gens travaillent, mais je ne saurais pas vous dire. De l'autre côté de l'Atlantique, au Québec, là par contre, une chose que je peux vous garantir, c'est qu'il y a une pénurie importante de psychologues, notamment dans le système de santé. Donc là, si vous devenez psychologue au Québec, c'est clair, vous n'aurez pas du tout de problème pour trouver du travail. D'ailleurs, peut-être, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais d'ailleurs, il y a beaucoup de Français, hein, vous savez, qui émigrent au Québec, et parmi eux des psychologues, mais c'est pas forcément évident de devenir membre d'un ordre professionnel quand on a déjà un métier en main en France. Hein. Vous savez qu'au Canada, certaines professions sont réglementées, régies par des ordres, et vous devez faire une procédure d'équivalence qui n'est pas forcément évidente. Donc si vous êtes formé en France et que vous ambitionnez d'émigrer au Québec pour y travailler parce que vous avez entendu que le marché du travail est très ouvert pour les psychologues, renseignez-vous bien parce que ça peut être un petit peu compliqué. Il y a souvent des internats de 1600 heures, des cours à reprendre à l'université, etc. etc. C'était pas la question de Velska, mais en tout cas c'est ce que je pourrais vous dire. Alors moi personnellement, par ailleurs, je ne veux pas trop noircir le tableau en France non plus, je n'ai jamais eu de problème pour trouver du travail, mais il faut dire que j'avais peut-être un avantage, c'est que quand j'ai fini mes études, donc comme je suis originaire, vous savez peut-être d'Ajaccio en Corse, je suis rentré en Corse. Et c'est vrai qu'en Corse, je pense que il y avait peut-être le marché du travail était peut-être un peu plus favorable que, mettons, en Île-de-France. Alors donc, j'ai jamais eu de problème. Voilà.
Alors, il y a une autre question de Lila Panique, alors, qui a été divisée comme en 2 messages. Alors voici ce que dit Lila. Bonjour, je suis suivi pour une anxiété généralisée. Le souci, c'est que mes symptômes sont violents et je mentalise beaucoup. Alors, je pense que ça mentalise beaucoup, mais j'imagine que c'est une histoire de correcteur orthographique. Pourquoi j'existe? Est-ce que je vois bien avec mes yeux? Et comment l'expliquer? Est-ce que je suis dans le bon sens de circulation? Et ainsi de suite. J'ai 37 ans, mais le TAG ou le TOC, comme me disent tous les psychiatres et psychologues, me disent que c'est juste de l'anxiété sévère. Cependant, la peur est terrible. Et il y avait une suite au message qui dit « Pourquoi les sensations physiques et psychologiques sont si présentes dans l'anxiété? Ma vision est modifiée, mes perceptions également. Je ne peux pas continuer à faire une IRM par mois pour me sentir mieux à chaque fois. Cela devient insupportable car je suis en boucle sur ça. » Alors donc finalement la question c'est pourquoi les sensations physiques et psychologiques sont si présentes dans l'anxiété? Déjà il faut revenir à ce que c'est l'anxiété, parce que bon, certes c'est une émotion, mais c'est une émotion qui sert à quoi? C'est une émotion qui sert à vous informer qu'il y a peut-être un danger présent. Alors donc, si, je prends vraiment des exemples caricaturaux et débiles, mais enfin, si vous avez croisé un ours en Corse, ça c'est très peu probable, mais au Québec, ça c'est pas improbable que vous croisiez un ours lors d'une balade. Eh bien, à l'idée de retourner sur les lieux ou de retourner faire une rando en forêt, peut-être que vous allez sentir de l'anxiété de refaire ce type de rencontre. Alors donc, à quoi ça sert l'anxiété? Ça sert à ça sert à anticiper un danger, à nous en protéger. Et comme le corps est très bien fait, il faut que l'anxiété soit aversive. C'est-à-dire qu'il faut que l'expérience interne soit tellement désagréable que votre cerveau va s'assurer de cette manière que vous n'allez pas prendre le risque. De faire quelque chose qui pourrait s'avérer être dangereux. Donc, pourquoi, à votre question, pourquoi est-ce que l'anxiété, il y a tellement de sensations désagréables? C'est pour une raison de survie de l'espèce, une raison phylogénétique. C'est-à-dire que c'est comme ça que l'espèce humaine et les grands mammifères, les primates, se sont protégés des dangers et se sont transmis génétiquement l'anxiété. C'est en faisant en sorte que l'anxiété soit tellement désagréable qu'on la fuit. Alors évidemment, on fuit les situations. Alors évidemment, le gros problème de ce système, si vous regardez mes vidéos, vous l'avez bien compris, c'est que à force de fuir l'anxiété, on ne la tolère plus du tout. Et quand on tolère plus l'anxiété, qu'est-ce qu'on fait? On évite, on fait des comportements de sécurité. Et ce faisant, on s'enferme dans un cercle vicieux. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est par rapport à la réassurance vide. C'était l'objet de la vidéo que j'ai faite juste avant cette vidéo-ci, cette FAQ. Je vous suggère, Lila, de la regarder parce que vous voyez, vous dites je ne peux pas faire une IRM par mois pour me rassurer. Et je pense que vous avez bien résumé le problème. C'est-à-dire que tant que vous faites ce comportement de sécurité-là, c'est-à-dire de vous rassurer, vous n'en sortirez pas. Parce que à un moment donné, peut-être que vous direz oui, mais là, un mois, c'est beaucoup trop long. Peut-être que ça soit dans 3 semaines, il a pu se passer quelque chose de dangereux, un processus pathologique à l'intérieur de mon corps, que si on ne le détecte pas tout de suite, va me tuer. Et puis bientôt, ce sera 2 semaines, et puis 1 semaine. Et donc, le plus vous allez faire ça, et le plus, évidemment, vous allez entretenir tout à fait involontairement votre anxiété. Donc il est absolument important. Et d'ailleurs, je tiens à dire que je ne comprends pas trop comment ça se fait que on vous prescrit, parce que vous ne pouvez pas faire une IRM, j'imagine que vous ne payez pas les IRM rubis sur l'ongle. Donc ça veut dire que vous avez à chaque fois une ordonnance, enfin une prescription pour faire les IRM. Et en vérité, ce n'est pas tellement normal. On ne vous rend pas un service en vous permettant de faire des IRM à répétition, bien au contraire. On maintient le cercle vicieux anxieux.
sauf si évidemment vous êtes suivi par ailleurs pour une maladie chronique qui exige ça, hein. Mais si vous n'avez pas de problème de santé particulier, on ne devrait pas vous permettre de faire ça, on ne vous rend pas service. Voilà en tout cas ce que je voulais vous dire. Il y a Claudia qui dit « Bonjour, je souffre d'un trouble anxieux et mon symptôme principal est le vertige. » Ce n'est pas rare du tout, Claudia. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce symptôme et pourquoi n'avons-nous pas tous le même symptôme principal? Merci infiniment pour votre aide et vos précieux conseils. Bonnes vacances à vous, merci, bientôt. Je ne sais pas si je peux répondre à cette question très clairement, mais en tout cas, je veux bien essayer. Sur la question du vertige, comme je disais, c'est un symptôme anxieux qui est extrêmement fréquent. Alors, si on garde en tête le modèle de l'attaque de panique, qui est la manifestation anxieuse la plus aiguë, hein, mais pas du tout grave, hein, comme vous le savez, une attaque de panique peut être extrêmement intense, il n'y a pas de danger. Mais ce qui se passe dans une attaque de panique, c'est une réponse de survie du corps. C'est-à-dire que l'amygdale est déréglée, elle déclenche une alerte de survie et donc le corps se met en réaction de défense maximale. C'est-à-dire qu'au moment où vous faites une attaque de panique, c'est le moment dans votre vie où vous êtes probablement à 100% de vos capacités physiologiques. C'est là où vous pourriez frapper le plus fort, courir le plus vite. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'est pas le moment, par exemple, où vous pourriez mener la plus grande réflexion philosophique, parce que le sang est dirigé vers les gros muscles, les biceps, les mollets, les cuisses, etc. Et donc, il y a moins de sang qui irrigue le cerveau. Et c'est ça qui va faire que, comme il y a moins de sang dans votre cerveau, c'est ça qui va créer, surtout si vous êtes statique, que vous n'êtes pas en train d'agir l'effort que vous devriez faire, c'est ça qui va occasionner le vertige. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait normal et non dangereux. Puisque les gens qui font un effort physique, hein, par exemple dans une compétition sportive où ils sont très stressés, le vertige, ils ne le sentent même pas, hein, en vérité, hein, mais parce qu'ils sont actifs au moment où il faut, c'est-à-dire au moment où le sang est dirigé dans leurs gros muscles. Et donc l'autre question que vous posez, c'est pourquoi nous n'avons pas tous le même symptôme principal? C'est une question difficile, je ne sais pas si je peux répondre à ça, mais par contre si votre question est en relation avec les attaques de panique, ce que je peux dire c'est que probablement c'est du conditionnement répondant, c'est-à-dire comme pavlovien, c'est-à-dire que si votre première attaque de panique a été mettons le symptôme le plus dérangeant pour vous a été le vertige, alors il est probable que maintenant votre amygdale cérébrale a un œil constant sur ce symptôme-là, parce que c'est celui qui vous a fait le plus peur lors de cet épisode inaugural, et donc maintenant c'est celui que vous surveillez le plus, et en le surveillant le plus, probablement aussi vous le craignez le plus, donc vous l'évitez le plus, et donc le cycle s'entretient encore et encore et encore. Bon, c'est peut-être une hypothèse qui serait à vérifier, mais en tout cas, c'est l'hypothèse que je fais. Et enfin, dernière question pour aujourd'hui, c'est Manon qui la pose. Donc, c'est une question sur la dépersonnalisation des réalisations, un sujet fort intéressant d'ailleurs, et très mal compris en général par la profession, hein. Bonjour, dans le cadre de la dépersonnalisation des réalisations, pourquoi avons-nous la sensation horrible de ne plus reconnaître ses proches comme si c'était des étrangers, qu'on les voyait pour la première fois, de ne plus sentir l'amour qu'on leur porte? Que se passe-t-il dans le cerveau pour que ça déclenche ce symptôme terrifiant et qui nous fait craindre le pire, début d'Alzheimer par exemple? Est-ce que cette sensation finit par passer? Ça m'arrive en ce moment avec ma sœur, impression de ne plus la reconnaître. Merci d'avance pour votre grande aide. Bonne soirée, Manon. Alors, effectivement, c'est un petit peu comme je le disais tout à l'heure. En fait, je veux dire plusieurs choses par rapport à ça. D'abord, la question pourquoi? En fait, dans l'anxiété,
c'est souvent une mauvaise question. Et vous voyez que même un spécialiste comme moi de l'anxiété ne peut pas nécessairement répondre à tous les pourquoi. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'un pourquoi amène un autre pourquoi, puis un autre pourquoi, puis un autre pourquoi. Et comme plus on veut absolument comprendre tous les détails de tout, bien souvent, plus on est anxieux. Et je reviens à ce que je disais précédemment à la question sur la notion d'acceptation. Il faut commencer par normaliser. Et j'avais fait une série de vidéos que vous avez peut-être vues sur la dépersonnalisation des réalisations. Et même si ce sont des symptômes anxieux qui peuvent paraître extrêmement étranges, en vérité, la dépersonnalisation des réalisations est quelque chose d'assez fréquent, hein, qui nous arrive à tous ponctuellement. Et c'est quand on s'en inquiète qu'elle devient problématique. Si on n'y résiste pas, c'est-à-dire si on ne l'analyse pas, si on ne se demande pas pourquoi constamment, si on ne dialogue pas incessamment dans sa tête au sujet de la dépersonnalisation des réalisations, bref, si on n'essaye pas de la contrôler d'une manière ou d'une autre, notamment pour la comprendre ou la faire partir, eh bien, elle s'arrête. Hein, souvent, j'aime bien comparer ça, parce que tout ceci va ensemble, hein, les TOC, la dépersonnalisation et d'autres phénomènes de résistance. Par exemple, les gens qui ont très peur de ne pas dormir, le plus ils travaillent actuellement à essayer de dormir à tout prix, le moins ça marche. Parce qu'il y a un certain nombre de processus à l'intérieur de l'être humain, de processus internes qui concernent les pensées, les émotions, le sommeil, la respiration, bon, tout un ensemble de choses qui finalement se font toutes seules. Et dès lors qu'on essaie de les contrôler, c'est là que le problème commence. Et c'est exactement la même chose avec la dépersonnalisation. Si vous arrivez à la banaliser, à la voir comme quelque chose de normal, certes d'inconfortable quand ça se présente et quand ça se maintient, mais de normal, généralement, il y a beaucoup moins de problèmes avec la dépersonnalisation. Ça ne s'arrête pas tout seul, hein, si les gens ont vraiment un trouble de la dépersonnalisation qui est lié, alors qui est d'origine non traumatique, parce que là on entre dans une autre catégorie, mais si c'est vraiment un trouble anxieux, donc qui pour moi est tout à fait similaire à un TOC, hein, c'est vraiment un TOC, et si on enseigne aux gens comment réagir, alors ça ne s'arrête pas tout seul, mais un petit peu comme ce qu'on voit dans tous les types de TOC, les TOC pur haut notamment, c'est-à-dire quand ils sont principalement mentaux, avec des compulsions mentales, ça disparaît progressivement, hein, c'est-à-dire qu'on n'empêche pas, quand les gens comprennent que ce n'est pas leur pensée le problème, c'est la manière dont ils réagissent à leur pensée, en luttant contre, en prenant tout un tas de mesures pour essayer de les supprimer, de les bloquer, de se distraire, et bien c'est là que les problèmes commencent. Et c'est la même chose avec la dépersonnalisation, c'est-à-dire que quand vous commencez à vous questionner sans cesse et à essayer de faire passer la dépersonnalisation en cherchant ce que j'appelle le bouton off, ben, comme il n'y en a pas, eh bien c'est là que vous ne vous en sortez plus. Donc concentrez-vous, c'est ce que je dis toujours à mes patients qui souffrent de TOC, c'est je comprends que vous veniez me voir pour les obsessions. Dans votre cas, Manon, c'est votre obsession, c'est la dépersonnalisation. Mais en fait, ce qui est surtout important, c'est comment vous réagissez aux obsessions. Ce sont les compulsions, hein. Et notre effort à nous en thérapie, c'est de changer le travail de lieu. Hein, vous arrivez en me demandant comment je peux arrêter ça, et moi ma réponse c'est comment vous pouvez changer votre réaction à ça. Comment vous pouvez réagir différemment à l'apparition des symptômes. C'est sur ça que doivent porter nos efforts, et c'est ça qui va faire que les processus inhérents au TOC vont être enrayés, au TOC ou à l'anxiété. Voilà, j'espère que ça répond un peu à votre question.
Voilà, donc je suis navré pour les personnes à qui je n'ai pas répondu. Merci infiniment pour vos questions. Vous voyez, ça va faire une vidéo qui va faire quasiment 1 heure. Je ne pensais pas que ça serait si long. Mais donc, bon, ben voilà, il faut limiter le nombre de questions. Merci à tous pour votre intérêt. Je vous souhaite de très belles vacances. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, encore une fois, si c'est une formule, la FAQ que vous appréciez. Peut-être que je ne le referai pas. Souvent sur YouTube, je me suis rendu compte que les vidéos qui sont un peu trop longues, j'essaye maintenant de faire des formats un petit peu plus courts, de 5, 6, 7 minutes. Parce que dès qu'on fait des vidéos qui dépassent 8, 9 minutes, les gens ne regardent pas trop. Donc là, vous voyez, 50 et quelques minutes, je m'attends à ce qu'il y ait 3 vues. En tout cas, je vous souhaite un très bel été et je vous retrouve à la rentrée au mois de septembre pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.